Voilà, on va passer dans le concret. Là, on avait toutes les idées et les concepts qui ont été retenus. Et donc, on est passé à la phase la plus, on va dire, peut-être la plus difficile ou la plus compliquée pour la mise en œuvre. C'est l'expérimentation sur le terrain. Donc, les trois structures ont proposé chacune un terrain d'expérimentation. Donc, pour en faire, on est parti sur le secteur de Vannes-Auré, qui a été ensuite élargi à Pontivy. Pour ADMR 44, on était sur le secteur de Saint-Nazaire-Béné, et pour ADMR 85, on était sur le Poiré-sur-Vie, Belvigny, les Luc-sur-Boulogne et Esnay. Donc pour Ampère et ADMR 44, on avait plutôt des secteurs à la fois urbain, rural et littoral. Et par contre, pour ADMR 85, on était purement un secteur rural à 100%. Et pour chacune des structures, donc on avait un pool, on va dire, de bénéficiaires, à hauteur de 430 bénéficiaires pour Ampère, 220 bénéficiaires pour ADMR 44 et 230 bénéficiaires pour ADMR 85. Des gens, alors là, dans les gens que l'on avait identifiés potentiellement pour le projet, c'était des gens de plus de 70 ans. Là, on se rend compte que sur les trois secteurs, la moyenne d'âge était autour de 83 ans pour les trois secteurs. Voilà, on avait des profils à peu près similaires. Donc, on est passé à la phase d'appel à volontaires pour participer au projet, à l'expérimentation. Donc, ça s'est passé par des courriers, envoi de flyer, contact direct avec les aides à domicile pour parler du projet et proposer aux personnes de participer à ce projet. Donc, sur les trois structures, on avait un pool, on va dire, de 880 bénéficiaires potentiellement. Sur ces 880, les personnes qui ont été identifiées, donc là, on a certainement une sous-évaluation, en fait, ou une difficulté à identifier peut-être la totalité des personnes qui auraient pu être intéressées par le projet, peut-être en termes d'information, information aux familles, communication peut-être pas suffisamment large. Donc on est passé des 880 à 162 personnes identifiées potentiellement pour le projet. Ces 162 personnes ont été contactées pour rentrer dans le projet, c'est-à-dire avoir une visite d'un membre de l'équipe projet pour parler un peu plus précisément du projet, recueillir leur consentement pour faire cette expérimentation, et lorsque le consentement a été recueilli, pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur ces personnes, des informations socio-démographiques, des informations sur leur niveau de dépendance, leurs problèmes physiques, le niveau d'isolement. Et donc là, vous voyez, quand on est passé de 162 à 61 personnes qui se sont montrées intéressées, qui voulaient bien participer au projet. Et sur ces 61 personnes, lorsqu'on est rentré réellement dans l'expérimentation, on est arrivé à 46, parce que là encore, on a eu une diminution de l'effectif, dû la plupart du temps à des problèmes de santé, des hospitalisations, des gens qui sont rentrés en EHPAD, voire des décès. Donc ça explique un peu cette réduction progressive du nombre de participants pour arriver finalement à 46 personnes, alors qu'on avait une ambition quand même dans un projet beaucoup plus importante, puisqu'on ciblait 3 fois plus de personnes, on voulait avoir 120, voire 150 personnes. Donc vous voyez que cette difficulté de mobiliser les gens pour participer à une expérimentation de ce type-là est quand même assez compliqué. Donc c'était des choses qu'ils nous avaient bien identifiées au préalable. Alors on peut peut-être laisser la parole à Nathalie pour expliquer un peu, avoir quelques éléments d'explication sur cette difficulté de mobilisation. Bien, merci. Bonjour à tous. Moi, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Tours et je travaille dans le domaine du vieillissement. Alors effectivement, quelques éléments de compréhension peut-être sur la difficulté à mobiliser cette personne-ci. Alors des explications psychologiques. On en a parlé au début, c'est une population vulnérable, mais une vulnérabilité multidimensionnelle, puisque c'est des populations vulnérables aussi bien d'un point de vue souvent cognitif, physique et psychologique, voire aussi socialement parlant, et que cette spécificité de cette population de personnes âgées entraîne nécessairement une fragilisation de leur identité propre, même de leur identité sociale, et bien souvent ça entraîne, en tout cas dans un premier temps, quand apparaissent les premières difficultés,
une baisse de leur estime de soi. Les psychanalystes, alors je ne suis pas psychanalyste, mais parleraient de failles narcissiques qui arrivent à ce moment où on change et ce qu'on a été, ce n'est plus ce qu'on est, ce n'est plus ce qu'on sera, et forcément ça crée des perturbations, des modifications psychiques importantes. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, un certain nombre de personnes, pas toutes, mais là c'est vrai qu'on est dans des âges quand même très avancés, eh bien ces modifications, cette particularité de la population entraîne parfois un repli sur soi, qui peut être d'ailleurs introduit comme étant un mécanisme de défense, en fait, ce repli sur soi, avec un moindre intérêt pour le monde extérieur, pour ce qui se passe, et évidemment conjugué à une fatigabilité très importante, ça on le sait, et bien sur des personnes qui souvent ont besoin d'être stables, de stabilité, d'habitude en fait, de garder leurs habitudes de vie, et qu'il n'y ait pas trop de changements dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, et quelqu'un qui va arriver, qui va, même si ce sont les AD, mais qui va proposer effectivement des projets, de nouvelles choses à faire, ça peut expliquer un certain nombre de leurs réticences à s'engager dans ce type de projet. Un autre élément, alors on a parlé de l'alimentation tout à l'heure, qui était effectivement une maladie silencieuse qu'on ne voit pas. Eh bien, les symptômes dépressifs ou la dépression chez les personnes âgées sont aussi souvent sous-estimés, même si les médecins commencent de plus en plus à l'estimer, mais bien souvent les noyer dans d'autres pathologies, d'autres types de pathologies. Or, elle existe, cette dépression chez la personne âgée. La dépression, c'est tout simplement la perte d'intérêt pour les activités de la vie quotidienne. Alors, l'alimentation en fait partie, mais tout ce qui peut toucher à la vie quotidienne. Et donc, on établit, mais là encore, souvent on dit que c'est presque sous-diagnostiqué, 15% des plus de 65 ans, et par comparaison, vous voyez, il n'y a que simplement 4% de la population générale qui aurait ces symptômes dépressifs. Alors, il y a aussi cette idée qui peut expliquer aussi pourquoi même la famille, par exemple, ne voit pas parfois que la personne ne va pas forcément bien, parce qu'on pense, comme on pense que c'est pas forcément utile de beaucoup manger en avançant en âge, on se dit que c'est normal qu'une personne aille moins bien en avançant en âge, parce qu'il y a tout un tas de perturbations, effectivement, d'aléas qui vont intervenir. Et donc, voilà, on banalise un petit peu ces symptômes dépressifs avec l'avancée en âge. Mais il est bien évident qu'une personne qui a des symptômes dépressifs va être moins encline à participer à ce genre de projet, de faire de l'expérimentation. Donc, c'est en tout cas une première piste, juste pour revenir sur un mot sur les symptômes dépressifs. On la soigne, la dépression elle est soignée chez les plus jeunes, mais c'est vrai qu'elle est moins soignée, on le sait, chez les personnes âgées. Donc voilà en tout cas une première piste, une explication sur cette mobilisation parfois compliquée. Il y a un aspect aussi générationnel peut-être qui rentre en ligne de compte, alors là on est plus dans le domaine sociologique, mais c'est plus de 80 ans, c'est ce qu'on appelle la génération silencieuse, qui se distingue entre autres, une chose qui la distingue des autres générations, mais par cette idée que parler de soi, ça ne va pas de soi, justement, pour cette génération, ce qui est peut-être un peu différent sur les jeunes générations, qui ont plus de facilité à parler d'eux-mêmes, mais c'est une génération qui n'a pas eu cette habitude-ci. Voilà, culturellement parlant, et d'un point de vue générationnel, effectivement, c'est pas si évident que ça. Et puis les âgés, de façon générale, aussi se plaignent peu, en fait, de leur mal-être psychologiquement, et ça reste là aussi un tabou. Donc ça peut aussi être un facteur générationnel, et c'est vrai que sur des plus jeunes, on arrive plus facilement à les engager sur des projets de ce type aussi. Et puis un dernier point qui a fait son importance aussi, c'est les images sociétales qu'on renvoie aux personnes âgées. La société, quelle image elle renvoie de la personne âgée, et en particulier du grand âge, avec souvent des stéréotypes qui sont négatifs. Bien souvent, on associe uniquement la personne âgée à la fragilité, à la faiblesse, à tout un ensemble d'éléments négatifs, et somme toute très peu, quand on y réfléchit, d'éléments positifs. Et tout simplement, on le sait, quand on a une population qui a des stéréotypes dans lesquels on projette des stéréotypes négatifs, eh bien, c'est ce qu'on appelle un processus, ce qu'on appelle en psychologie la menace du stéréotype, c'est-à-dire que les personnes âgées ont peur qu'on leur renvoie systématiquement cette image d'elles-mêmes comme des personnes étant faibles, et donc elles se replient et n'ont effectivement pas nécessairement envie d'aller plus en avant dans ce type de projet. La menace du stéréotype, alors il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par exemple sur les femmes et la menace du stéréotype, et on commence à faire de plus en plus de travaux aussi sur cette notion de menace du stéréotype et qu'est-ce que ça implique chez les personnes âgées. Voilà pour ma partie. Merci. Merci Nathalie. Peut-être aussi votre vision sur la difficulté sur le terrain de mobiliser ou d'intéresser
les personnes âgées pour montrer dans le projet. Comme on disait tout à l'heure, il y a des idées reçues qui sont vraiment très très ancrées. Le soir, par exemple, il faut manger léger parce que sinon, on ne dort pas bien. Voilà. Il ne faut pas se lever pour aller aux toilettes, etc. Et puis, faire changer les habitudes. Quand j'ai pas de besoin, qu'est-ce que je vais aller faire dans un projet? Voilà, et puis, je ne fais pas d'activité, je n'ai pas besoin de temps. Et puis, moi, j'ai remarqué aussi, je pense qu'on va être d'accord avec ça, les personnes qui ont des compléments alimentaires, souvent se disent c'est bon, je prends ma petite boisson le matin et l'après-midi, donc je n'ai pas besoin de faire un repas plus que ça. Et c'est dommage, après là, il faudrait que ce soit dès le passage chez le médecin, quand il met ça en place, qu'il explique bien que ça vient bien en complément. Et quand on rentre maintenant, c'est compliqué de leur faire changer aussi ce point de vue. Et ils ont vraiment des idées reçues. Et c'est une génération où on n'arrive pas à... On patauge un peu dans la soule. Pendant un certain nombre de temps, il y en a où on va aboutir et ça va marcher, et puis d'autres, on n'arrivera jamais. Alors, du temps et de l'attention, c'est changer le temps. Et puis, sans souci, on y arrive. Rien, on dit, quand on veut casser les habitudes d'une personne, c'est pas difficile. Il faut y aller à tâtons et puis avec un petit peu de simulation et puis beaucoup d'explications. Ça, c'est important aussi, avec beaucoup d'explications. Donc, quand il s'agit de la nourriture, voilà, on me disait, pas manger beaucoup, j'en ai pas besoin, je fais ça. Et là, justement, moi, j'ai pris le temps, face à cette expérience, de l'expliquer que le corps avait besoin, effectivement, des protéines, des glucides, etc. Et que même chez moi, il fallait un minimum de vitamines, sinon, il pouvait y avoir des carences et des problèmes. Ça, vous avez senti que les personnes en face le comprenaient bien et étaient beaucoup plus sensibilisées à ces éléments-là? Je pense que d'habitude. Oui, le fait d'avoir expliqué cette expérience à mieux manger, etc., voilà, c'était bien. Et à quelque part, on disait, voilà, où est-ce que je vais, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, c'est dans cette idée-là. J'ai bien pris le temps de lui expliquer en lui disant qu'on lui laissait sur le choix de faire ce qu'elle voulait et de participer comme elle pouvait, parce que effectivement, il y a quelques difficultés en prose, etc. Et voilà, déjà ça allait un petit peu mieux. Et là c'est pareil, au niveau du durée des recettes, c'est pareil, vous laissez le choix. Vous voyez, donc on avance, je vous dis, on avance, à tâtons peu doucement. Effectivement, si on n'est pas là pour imposer, mais pour faire découvrir. Donc c'est un peu ce frein à l'engagement. Donc quoi, je vais m'engager, je ne visualise pas trop ce qu'il y aura dans le projet. Ça fait ça. C'est ça, c'est là. Et puis là, je ne sais pas comment ça s'est passé, vous, là, la première, j'ai fait la première. D'être en difficulté pour répondre aux besoins du projet, j'ai l'impression que parfois ils se disent qu'on est à la hauteur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous, justement, les DCPF, qui leur proposer d'entrer, bien expliquer les choses. Faites ce que vous voulez plus en fait compte. Après, c'était quand j'ai participé, c'est je peux faire ça encore, ou là je peux tourner, ou vous voyez, donc oui, je pense qu'il y avait la peur, l'appréhension, et puis voilà, on va dire, j'espère que ça va être tout le temps comme ça, parce que une fois ça suffit, hein, ça va pas être encore fait à part, il y a plein de styles, c'est très intéressant, donc c'est aussi un lien simplifié avec la systématique, et pour rebondir par rapport à la prescription, d'un cabinet, c'est le médecin qui a parlé. Derrière, il y a la légitimité du médecin. Et effectivement, quand c'est une aussi, parfois, c'est pas simple d'arriver à accompagner la personne et puis toute la crédibilité que vous avez, parce que c'est celle qui va probablement plus que tout. Donc, c'est d'arriver à dire c'est une infirmière, on va une discussion, là, exactement, ou autre, c'est la même chose, un problème. Et quand c'est pas ici, du coup, différent. C'est aussi le rôle et la place de l'INSI quand même dans cet accompagnement, la reconnaissance dans le métier, quand c'est tout ça, quand même derrière, on a aussi à se poser comme une question. C'est vrai que c'est important aussi que l'équipe du domicile, que ce soit les soignants, que ce soit l'infirmière, que ce soit les premiers, et même le discours. Et je pense que c'est aussi là, c'est partie de soins qui sont à peu près, soit par nous, soit par d'autres, que ce soit les autres. On va arriver à avoir ce même discours pour la personne. Et puis un complément, bref, dans le mot, on se des comptes que sur Oui,
déjà que quelques compléments et va prendre la prescription des 3 mois, normalement, on n'a plus le droit de le faire, mais bon, encore quand même. Donc voilà, c'est petit à petit, mais c'est une équipe autour du domicile et tous à la même échelle et avec la même légitimité. Et ça, c'est. Il y a un travail, il y a des passages où tout ça, ça va réguler plus facilement, mais on le voit bien. Hein. Quand il y a d'autres choses, quand c'est nous qui essayons de proposer, ça ne fonctionne pas, puis arrive à un moment, le service d'aide n'est plus suffisant et que par exemple, c'est le service du SIAD qui va prendre en charge, et là, tout est mis en place tout de suite. Parce que voilà, comme vous disiez, la crédibilité, elle est. Mais on en a encore pour plusieurs années avant d'arriver, je pense, à. Non, il est trop tôt. On avance, mais voilà. On met parfois des années, nous, d'intervention avant d'arriver où on veut aboutir. Cette difficulté d'avoir des participants dans le projet, très clairement, tous les participants qu'on a eus, c'est par rapport à votre intervention et parce qu'il y a eu ce lien de confiance avec vous. Hein. Sinon, même si on n'a pas eu l'effectif attendu, bon, en plus, voilà, dans le contexte Covid, etc., mais votre intervention a été cruciale sur cette relation de confiance. Donc, moi, 3 points. Alors, Jackson, je vais continuer avec nos 46 personnes intéressées par notre projet et souhaitant tester les différentes méthodes. Donc, nous, on a commencé par essayer d'identifier des profils différents de ces personnes. Donc, un des premiers profils qui nous a intéressés, c'était le petit mangeur. Donc, la personne qui a une perte d'appétit, une diminution de sa prise alimentaire, une diminution de poids. Donc, on les a identifiés grâce à différents types de questionnaires, type nutritional assessment ou short nutritional assessment questionnaire. Donc, c'est des choses qui sont régulièrement, habituellement utilisées pour identifier les petits mangeurs. Donc, ça, c'était notre première clé de répartition dans un profil, donc le petit mangeur. Et puis ensuite, pour les personnes qui avaient a priori un appétit normal, pas de problème d'alimentation identifié, là, on a identifié des gens qui pouvaient avoir des problèmes plus liés à la mobilité, à la motricité fine, à la vue, des problèmes qui pouvaient engendrer une difficulté par rapport à la préparation du repas. Et donc, on a fait un groupe de personnes avec difficultés physiques à partir du moment où, pour l'un de ces 3 critères, on avait une difficulté forte. C'est notre groupe mangeur OK avec difficulté physique. Bon, c'est pas très joli, un mangeur, mais bon, voilà, le mangeur OK, on entend bien, c'est. Un mangeur normal, C'était pas très joli. Voilà, donc nous avions 3 profils, et on a essayé dans un premier temps de caractériser ces personnes par rapport au quotidien, comment ils s'organisaient pour les courses, pour le repas. Donc, alors, ces 46 personnes, il y avait 2 tiers de femmes, donc ça correspond à ce qu'on a vu dans la répartition en femmes en général. 50% de personnes de plus de 80 ans et 60% de personnes vivant seules. Donc, on les a questionnés sur leur organisation, courses, repas, donc courses en termes d'autonomie totale jusqu'à délégation totale. Donc, on a eu des degrés d'intervention, enfin, d'organisation. De la même façon, pour la préparation au repas, on avait des personnes qui cuisinaient de façon autonome, préparer à manger des choses très simples. D'autres personnes qui me disaient j'utilise des plats préparés et je réchauffe. Quelqu'un cuisine pour moi, soit l'aide à domicile, soit un proche, ou j'ai du portage. C'est différentes catégories. Et donc ça va nous permettre un peu de voir quelle est la répartition de ces organisations sur les 46 personnes. Et ensuite, on a essayé de voir, peut-être un peu d'expliquer ces organisations par rapport à un rapport à la cuisine, donc en termes d'envie de cuisiner et de capacité de cuisiner. Donc, soit les gens me disaient j'ai conservé l'envie de cuisiner et je cuisine et je suis en capacité. J'aimais cuisiner, mais maintenant c'est plus compliqué. J'aimais cuisiner, mais je ne suis plus en capacité de le faire. Je n'ai plus envie de cuisiner pour moi seule. Et enfin, je n'ai jamais eu d'intérêt ou jamais eu l'habitude, c'était pour certains des hommes en particulier, j'avais eu l'habitude de cuisiner. Donc on a essayé d'avoir une petite image globale de l'ensemble de ces personnes.
Donc, identifier leur organisation et puis après, essayer d'expliquer ça avec leurs caractéristiques d'âge, de problèmes physiques, d'isolement, parce qu'on a essayé de faire aussi un critère d'isolement qui englobait à la fois l'isolement social au niveau du nombre de visites qu'ils pouvaient avoir par semaine ou par mois, avec leur sentiment de solitude personnelle. Donc ça, c'était un critère un peu global qu'on a qualifié d'isolement. Et puis, donc, le profil petit mangeur a été aussi un élément d'illustration de cette organisation. Donc, tout d'abord, les courses. Donc là, on a nos 46 personnes. Donc, les courses, on peut voir deux choses assez bien identifiées. Du côté droit de la figure, on a les gens que l'on peut qualifier de plutôt autonomes. Ils font plutôt leurs courses, toutes leurs courses seuls, donc ils ont besoin de personne. Et en haut, à droite de la figure, ils ont besoin simplement d'un transport. C'est simplement un problème de déplacement. Ils n'ont pas de problème autre. Et puis, à gauche de la figure, vous avez des gens qui ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'aide pour faire leurs courses. Et puis, au milieu, la course délégation. Et puis, alors, soit certains font encore un peu des petites courses tout seuls, mais pour une grande majorité de gens, il y a une délégation des courses, soit par la famille, soit par les aides à domicile. Ensuite, quand on illustre quelle est leur organisation au niveau du repas, de la préparation du repas. Donc on a à droite les gens qu'on a vus comme étant les plus autonomes, qui cuisinent au quotidien, et à l'opposé, sur à gauche de la figure, on est plutôt dans des gens qui font appel à quelqu'un pour la cuisine, soit un proche, soit une aide à domicile, ou alors ils réchauffent les plats qui sont déjà tout prêts, ou ils sont du portage. Donc on est vraiment là dans la délégation du repas sous différentes formes. Et en haut, on est un peu dans une situation intermédiaire où là on a des gens qui continuent à cuisiner, mais des choses très simples. Et quand on essaie d'illustrer cette organisation avec leur rapport à la cuisine entre envie et capacité, à droite, c'est ce qui n'est peut-être pas surprenant, les gens qui cuisinent, ils sont les plus autonomes, ils ont conservé l'envie de cuisiner. Et par contre, à gauche de la figure, on a des gens qui délèguent la plupart du temps pour la cuisine, et ce sont des gens qui expriment un manque d'envie, ils n'ont plus d'envie de cuisiner, ou ils n'ont plus la capacité de cuisiner. Donc tout ça, ça a l'air assez, on va dire, cohérent en termes d'organisation et d'état de la personne. En haut, on a des gens qui préparent des choses simples, parce que pour eux, la cuisine est devenue plus compliquée. Si maintenant on veut regarder leurs caractéristiques, donc là on a toujours nos mêmes 46 personnes, mais simplement les difficultés physiques, la notion d'isolement, après il y a homme-femme, vivant seul ou en couple, ça n'apparaît pas vraiment. Donc là, les choses qu'on peut voir, surtout, c'est toujours dans notre même distinction à droite de la figure, on a des gens qui n'ont pas de problème de mobilité ou de motricité fine. Ce sont des gens qui se considèrent qui sont bien entourés. Voilà, c'est des gens un peu plus moins âgés en général. Et dans la partie gauche, là on regroupe tous les gens qui ont des difficultés fortes, soit pour la mobilité, toujours par rapport à la préparation du repas, des difficultés fortes en termes de mobilité, de motricité fine. Et ce sont des gens qui sont parmi les plus âgés. Donc, pour conclure, si on illustre maintenant nos trois profils dont on a parlé, les trois profils, ils apparaissent, sans surprise, le mangeur en relation pour le physique, mais c'est celui qui a plutôt conservé l'envie de cuisiner et qui continue à cuisiner. Et puis, à l'opposé, on a le petit mangeur, mais qui a moins d'envie et ou plus la capacité de cuisiner. Parce que souvent dans cet échantillon de petits mangeurs, on a quand même la moitié des gens qui ont des problèmes physiques. Un peu des problèmes. Et dans les mangeurs OK avec des difficultés physiques pour les repas, donc là ce sont des gens qui ont
au moins une fois, bon ça c'est un peu issu de notre sélection et catégorisation, donc c'est des gens qui ont au moins une difficulté, soit de mobilité, soit de motricité, et ils peuvent avoir les deux problèmes. Et donc ces trois profils, alors, dans nos 46 personnes, bon, dans le profil petit mangeur, on a 18 personnes identifiées comme petit mangeurs. Et donc, pour nous, l'enjeu dans le projet, c'était de permettre à ces personnes de garder ou de retrouver le plaisir de manger et de manger correctement au quotidien. Le deuxième groupe, le deuxième profil, donc, qui était les mangeurs avec des difficultés physiques, donc, pour le projet, c'était de leur permettre de continuer à cuisiner en fonction de leur capacité. Et enfin, ceux qui étaient, on va dire, en forme, assez autonomes pour les repas, le principal enjeu, c'était de les sensibiliser pour prévenir la dénutrition et puis entretenir le plaisir de manger et de cuisiner. Et donc, pour chacun de ces profils, on a proposé donc, ce qu'on a appelé un bouquet d'offres personnalisées pour chacun des profils, donc en proposant les offres que l'on a identifiées tout à l'heure. Et on a proposé une expérimentation sur 3 semaines où chaque personne pouvait tester les différentes offres sur ces 3 semaines. À l'issue de ces 3 semaines, il y avait un bilan intermédiaire qui était fait. Et donc ça a été fait. Il y avait une poursuite possible sur une durée de 4 à 6 semaines. Dans la pratique, ça a été réalisé avec relativement peu de personnes pour différentes raisons et de complexité de projet. Et on a eu quelques réponses, mais peut-être pas suffisamment. Cette poursuite sur 4 à 6 semaines, pour nous, était importante pour essayer de consolider un peu les résultats et voir si, en continuant sur une durée plus longue, on va dire, les effets persistent. Et bon, malheureusement, il y avait une vingtaine de personnes, certainement une vingtaine, qui avaient fait cette poursuite globale. Alors, on va vous présenter les bouquets. Alors, pour le petit mangeur, qu'est-ce qui a été proposé à une personne identifiée petit mangeur? Alors, le bouquet petit mangeur. Donc là, on va vous présenter un petit peu plus en détail chacune des offres. Donc, une offre qu'on a introduite systématiquement pour le petit mangeur, qui était le côté suivi avec l'aide à domicile, donc qui comprenait aussi des aspects un peu d'organisation, planification des menus, donc vraiment de suivi, d'accompagnement un peu global. On verra ensuite quel est l'intérêt de cette offre. Tout ça avec l'appui d'un outil qui était donc le carnet recettes. Donc le carnet recettes, il servait donc pour l'échange avec la personne, pour planifier les menus, peut-être aussi pour que la personne puisse cuisiner seule. Donc on vous a illustré un peu ce carnet recettes. Donc on a fait un choix d'un carnet en format classeur, très simple, donc un format petit classeur, écrit gros, des éléments qui sont très importants, des recettes simples. Alors on avait beaucoup travaillé sur la conception du carnet recettes avec les aides à domicile. Des ingrédients courants, donc là l'idée c'était pas forcément d'avoir des recettes ultra sophistiquées, mais qu'est-ce qu'on a dans le frigo, dans le placard, donc des choses simples qui permettent à la personne de cuisiner, de diversifier ses menus. Donc des éléments évidemment nutritionnels. On avait au départ, quand on a commencé, on avait un petit quiz qui permettait d'avoir des petites questions sous un format jeu pour peut-être déjouer un peu le vrai du faux par rapport aux idées préconçues sur l'alimentation. Et puis, vous le voyez, effectivement, on a développé aussi, par rapport à un certain nombre de personnes que nous avions dans le projet qui étaient malvoyantes, une version en contraste inversé qui rendait du coup accessible ce carnet à ces personnes. Donc voilà, le carnet recette dans sa présentation. Donc bien sûr, il y a la cuisine avec l'aide à domicile, donc dans le cadre de ce bouquet petit mangeur, avec donc le fameux outil multicuiseur, donc le Cookéo. Donc pour ceux qui n'auraient jamais, moi j'avoue que avant d'avoir l'information par les aides à domicile, je ne connaissais pas spécialement le Cookéo. Et donc ce sont les aides à domicile qui m'ont beaucoup éclairé sur ce qu'était un Cookéo.
Donc voilà, un seul ustensile qui permet différents modes de cuisson avec évidemment une durée raccourcie, de nombreuses recettes associées, et puis un pas à pas aussi pour réaliser la recette. Donc on aura l'occasion de reparler de l'intérêt pour certaines aides à domicile qui parfois ne savent pas trop cuisiner. Donc nous avons pu, grâce à la mise à disposition par le groupe SELF de Cookéo, donc les tester dans le cadre du projet, mais le projet n'est absolument pas sponsorisé par SELF par ailleurs, au sens financier, il n'y a pas d'engagement d'acheter des Cookéo, donc voilà, je tiens à préciser, il n'y a pas de conflit d'intérêt par rapport à cet outil. Donc le panier prêt à cuisiner, donc je vais laisser Stéphanie introduire le panier prêt à cuisiner. Alors, le panier prêt à cuisiner, donc il y avait déjà un objectif pour le projet à l'image, c'était, comme vous l'avez bien compris, d'innover en matière de solutions à domicile, au niveau de l'alimentation, d'imaginer une nouvelle offre alimentaire qui permette aux personnes âgées de rester acteurs de leur alimentation, c'était tout ça l'objectif, et d'apporter une solution en amont du portage de repas. Donc pour Saveur-et-Vie, c'était aussi la suite logique de tout ce qu'on avait engagé depuis ces dernières années. On a parlé tout à l'heure du projet Renaissance, mais on a également une thèse sur notre doctorante Ségolène Ferry qui avait fait beaucoup de travaux sur le sujet du portage de repas à domicile. Et donc pour nous, c'était toujours dans cet objectif d'avoir des réponses sur l'alimentation des personnes âgées au domicile. Donc les bénéfices attendus par rapport à cette solution du panier testé, c'était déjà de faciliter la préparation du repas par les personnes âgées pour préserver leur sentiment d'auto-efficacité. Ça aussi, c'est un ressort psychologique important. Et pour qui, eh bien, principalement les personnes âgées qui ont des capacités physiques sont peut-être amoindries, mais qui souhaitent quand même garder la main sur leur repas. Dans la préparation de leur repas et sans passer par cette délégation du repas qui forcément est plus subie. Quand on met le portage de repas en place, c'est plus souvent subi qu'autre chose. Alors, les critères du panier, quand on a commencé à réfléchir à ce panier, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut dans ce panier? C'est bien évidemment tous les ingrédients pour réaliser une recette pour une personne avec tous les ingrédients dans ces barquettes conditionnées, avec en plus quelques aromates pour les titres. Il fallait que ce soit des recettes simples, faciles à faire à la maison, rapides d'exécution, puisqu'on a vu que personnes âgées ne passent pas non plus beaucoup de temps derrière eux pour nous. Donc on s'était donné ce temps de 30-45 minutes de préparation. Et bien sûr, on y mettait derrière aussi la dimension de limiter les emballages et de travailler sur des contenants recyclables pour éviter souvent certains cercles vertueux également. Donc là, il y a des petites photos de nos prototypes qui représentaient aussi, donc c'était la fiche recette qui est en lien avec la photo sur l'écran. Donc c'était un boudin anti-naturel patate douce. Et donc on y voit d'un côté les patates douces qui sont épluchées, pré-découpées, donc à cuite, et puis le boudin de l'autre côté. Et une fois la recette réalisée qui donnait le pas à pas pour la personne âgée en fonction justement des timings sur ce qu'on avait convenu, et puis des petites choses qu'il fallait chercher dans le placard qui ne livraient pas spécialement dans le panier. Voilà, c'était un petit peu les critères pour notre. En complément, donc toujours sur les offres produits, donc nous avions les coffrets de préparation déshydratée. Je vais laisser Isabelle présenter les coffrets. Donc c'était une offre proposée donc, par Cyrano. De préparation alimentaire principalement pour les collectivités sous la marque Cyrano. L'entreprise est constituée autour de Cyrano parce que la sécurité des besoins de trouver la régulation, etc. À travers la participation, le fait salarial, la classe, je peux encore à l'Igéria. Donc, pourquoi avoir participé à l'image d'abord, c'est pour bien comprendre les besoins des personnes âgées en termes de proximité à domicile, bien comprendre également leurs attentes, ainsi que celles de leur entourage. C'était également pour co-construire avec les personnes âgées, les aides à domicile, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, une offre qui s'est adaptée
aux besoins des personnes âgées. Et enfin, notre objectif à travers un image, c'est de tester l'acceptabilité de l'offre proposée, notamment des littératures à domicile. Pour répondre à la fois aux besoins des personnes âgées, mais aussi des aides à domicile, on a proposé deux coffrets, un coffret sucré et un coffret salé, avec un assortiment de recettes, intégrant un certain nombre de dimensions. Donc la première dimension, la plus importante, c'est la dimension plaisir. C'est l'essentiel, conserver le plaisir de manger. Donc on a proposé des recettes gourmandes, répondant à cette première dimension. La deuxième dimension est la dimension nutritionnelle. Donc on a proposé des recettes enrichies en protéines pour répondre aux besoins nutritionnels adaptés des personnes âgées fragiles. La troisième dimension, c'est la dimension sociale. On a conçu des recettes à partager avec la personne de son choix, que ce soit l'aide à domicile, sa petite fille, son petit-fils, voilà, son ami. Donc des recettes qui favorisent ce lien social. La quatrième dimension, c'est la dimension stimulation de l'activité physique. Et donc, il s'agit de sachets qui sont à remettre en œuvre facilement, rapidement, mais qui nécessitent quand même un minimum d'activité physique en fait, pour la personne âgée. À travers cette offre, nous avons également souhaité répondre aux besoins de l'aide à domicile, de praticité, d'avoir une offre facile, rapide à mettre en œuvre, faite en un clin d'œil. Voilà. Voilà le concept. Donc on avait également, peut-être tu peux dire de vous Isabelle, mais sur les deux autres propositions. Oui, alors on a également testé une poudre d'enrichissement en protéines, calories, vitamines et minéraux à intégrer dans les plats faits maison, par exemple dans la soupe au quotidien, et qui permet d'enrichir, d'augmenter la densité nutritionnelle des produits, des aliments, sans changer les habitudes alimentaires. Et puis on a également proposé des galettes enrichies en fibres. Voilà. Donc, elle était appréciée également. Excellent. Excellent. Ouais, vraiment, les personnes ont vraiment apprécié. Donc voilà. Donc justement, ces petites galettes ont été très très appréciées lors des temps qui étaient notamment les temps de goûter à partager. Donc on a un petit témoignage enregistré d'une aide à domicile, donc peut-être on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Donc voilà, donc toujours pour ce profil petit mangeur, donc ont été testées donc ces propositions sont repas pour goûter à partager. Donc l'idée c'était le repas suite à une activité de cuisine avec la personne âgée et derrière de pouvoir partager le repas ou bien donc, le goûter partagé, notamment avec les petites préparations qui pouvaient être de l'occasion. Et puis donc nous avions les deux activités finalement hors du domicile, donc qui était là un petit peu en soutien aussi dans cet objectif de sensibilisation, donc l'atelier de cuisine pour ne pas partager et l'atelier jeu autour de l'alimentation. Donc bien évidemment le goûter il a été personnalisé en fonction des situations individuelles et puis des souhaits aussi de la personne derrière. Donc ça c'est le bouquet petit mangeur. Le bouquet pour les personnes mangeant avec difficultés physiques, lui était plus restreint puisque on s'est focalisé sur ces solutions un peu pratiques. Il n'y avait pas trop de suivi et d'accompagnement à domicile puisqu'il n'y avait pas cette implication par rapport à la prévention un peu de la dénutrition. Donc certes, il y avait la cuisine avec un domicile, mais moins d'accompagnement. Donc toujours le panier recette, toujours le cookie bon, donc bien sûr le panier prêt à cuisiner. Et puis on avait quand même si ce n'était pas la cible spécifique, on avait quand même souhaité faire découvrir les coffrets de préparation déshydratée pour avoir aussi la vision sur la dimension praticité, comme l'a souligné Isabelle. Et puis bien sûr les ateliers également. Et enfin, donc le profil mangeur au pied sans difficulté physique. Et pour lui, l'enjeu, c'était avant tout la sensibilisation. Donc on va dire là, on misait plus sur les activités en extérieur. Donc atelier cuisine ou atelier jeu autour de l'alimentation. Et puis à domicile, donc la proposition malgré tout du carnet recette, le panier prêt à cuisiner qui pouvait correspondre à certaines personnes, et des coffrets de préparation déshydratée également, mais bien sûr ces personnes n'ont pas eu la cuisine avec le domicile. Donc voilà, donc impression générale à l'issue de l'expérience.